Reconnu pour sa passion pour l'entrepreneuriat, son amour pour l'accompagnement des jeunes, l'homme derrière Jatrofa, le formateur, le coach, le modèle de réussite, celui à qui plusieurs regardent, nous le recevons pour vous aujourd'hui, Monsieur Alpha Bakar Barry. Bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Merci. Monsieur Barry, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Le plaisir, il est partagé. On vous s'est occupé, mais également un homme, je l'ai dit en introduction, qui accompagne beaucoup l'entrepreneuriat depuis plusieurs années. Vous êtes un consultant international. Moi-même, j'ai cru pendant longtemps que vous vous appeliez Jatrofa. Jatrofa, c'est un hub, c'est un incubateur, si je ne me trompe, il y a également de la microfinance, pas mal de choses. Pouvez-vous nous parler un petit peu de Jatrofa déjà pour commencer? Merci donc de m'inviter sur cet impressionnant plateau. Jatrofa vient de très loin, en fait, nous sommes allés chercher très loin. J'ai arrêté de travailler pour une agence des Nations Unies pour laquelle j'implémentais un projet sous-régional qui était basé en Sierra Leone vers les années 2010. J'ai décidé de rentrer et de commencer une aventure entrepreneuriale pour plusieurs raisons. La première, c'était que les structures pour lesquelles j'avais l'habitude de travailler, pour lesquelles j'étais salarié, étaient assez limitées sur les questions de création d'emplois et d'adresser la question de l'entrepreneuriat. On parle de 2010 quand même. Hein? On parle de 2010. On parle de 2010. Donc, à l'époque, j'ai décidé donc de revenir et puis de commencer quelque chose, de recommencer quelque chose, parce qu'avant ma carrière aux Nations Unies, avant tout ça, j'étais encore entrepreneur. D'accord. J'étais entrepreneur depuis très longtemps. Et donc, de commencer une activité entrepreneuriale. Et le premier secteur qu'on a visé à l'époque, on voulait faire une fintech. Quand on était en 2010, les fintech n'étaient pas assez développés, personne ne savait déjà ce que ça veut dire. Moi, j'avais une expérience en tant qu'agent de développement avec M-Pesa au Kenya et dans l'Afrique de l'Est. Et je voulais répliquer la même chose ici. Et donc, avoir cette démarche innovante dans le domaine des finances. La partenaire avec laquelle j'ai commencé l'aventure, c'est elle qui a trouvé le nom, c'est pas moi. Et on était dans une discussion, et bien avant les incubateurs, on a eu cette discussion de définition d'identité d'entreprise. La première démarche, bien avant cela. Et elle m'a dit, à ton avis, ce qu'on va créer, ça ressemblera à quoi? J'allais juste dire moi quelque chose. Je lui ai dit, je ne sais pas, un truc qui va résister à tout. À tous les chocs, mais aussi qui peut être utile à la société et qui peut avoir des ramifications, qui peut proposer plusieurs produits et services. Elle me dit, je connais une seule chose qui peut faire tout ce que tu as décrit. Je dis, c'est quoi? Elle dit, c'est une plante qui est partout en Afrique, que vous retrouvez un peu partout dans les tapades pour sécuriser les champs, qui est utilisée pour faire du savon noir, qui résiste à toutes les conditions climatiques, qui propose plusieurs produits, c'est-à-dire avec cette plante, vous pouvez faire du biocarburant, vous pouvez faire du savon, vous pouvez faire énormément de choses, et cette plante s'appelle le Jatrofa. D'accord. En langue locale, ça s'appelle Kidi. Ah oui. Poulard, et en Soussou, ça s'appelle Barane. Et voilà comment on a trouvé le nom. C'est la première donc entreprise où le premier secteur qu'on a visé, c'était la microfinance. Ensuite, de fil en aiguille, nous avons embrassé tout ce qui est technologie. Nous nous sommes lancés dans le design, la production de tablettes. C'était en 2014-2015. Et nous avons lancé la Saint-Série en 2017, que nous avons distribué aujourd'hui, je crois, à 12 000 exemplaires aux étudiants de Guinée. Ensuite, nous nous sommes lancés dans tout ce qui est agro-business. Pour faire la promotion d'un centre intégré agro-silvopastoral qui produirait beaucoup de produits finis manufacturés aux populations guinéennes. Nous avons commencé par expérimenter tout ce qui est lait, donc tout ce qui est croisement de bœufs entre l'andama local et les produits et les vaches exotiques, les taureaux exotiques. Ce sont des choses sur lesquelles vous travaillez? Oui, ça existe. Ça se trouve à Dalaba, dans la sous-préfecture de Ditine, où nous avons justement expérimenté un certain nombre de process agricoles. Et puis, de plus en plus, nous nous sommes dit, tiens, les gens avec lesquels nous travaillons, surtout dans le domaine de la sous-traitance, et puis les partenaires avec lesquels nous travaillons, ont un déficit en termes de formation en management. La question de l'entrepreneuriat revenant de plus en plus au niveau des pouvoirs publics, mais aussi au niveau des
des acteurs de développement, donc tout ce qui est partenaire technique et financier. Cette question devrait être adressée d'un point de vue local. Il faut qu'il y ait un point de vue guinéen de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et en 2013, on a fondé une ONG qui s'est appelée le Be the Change Academy, qui est en fait un Soit projet, le changement, oui, soyez le changement. Oui, c'est un slogan de Gandhi qui voulait dire « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Be the change you want to see in the world. Et nous avons donc appelé la série des académies, donc des centres de formation, de Be the Change Academy, qui est en fait une idée, un projet que j'ai développé quand je travaillais pour PCI en Angleterre, 2004-2005, et qu'on a implémenté au Kenya, en Sierra Leone, au Libéria, et ici aussi en Guinée avec la coopération norvégienne de NORAD. 2013-2015, avant Ebola, nous avons formé environ 6000 femmes. L'objectif du centre, c'était justement d'apporter des solutions de formation, d'incubation et d'accélération pour des femmes à risque de conflit et qui étaient défavorisées, qui n'avaient donc pas les moyens d'accéder à l'école, aux universités et aux centres de formation classiques. Avec l'Université de Manchester, nous avons développé des parcours de formation en langue locale, en langue Soussou, Maninka et Pula. Nous avons formé des formateurs que nous avons déployés. La première année était un peu difficile parce que les gens n'étaient pas très habitués au concept de formation et d'incubation. Il y avait quelques centres de formation, bien entendu. Et à l'évaluation de la fin de l'année, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément de déperditions, énormément d'abandon. Et nous nous sommes demandé pourquoi. Et nous sommes allés vers les femmes et nous leur avons demandé pourquoi. Elles nous ont dit que nous étions d'abord installés dans un quartier qui était assez inaccessible pour elles, puisqu'elles venaient de quartiers défavorisés. C'est la première chose. La seconde chose, c'était qu'elles ne voudraient pas abandonner leurs affaires parce que c'était des étals, c'était de petites boutiques, c'était des ventes de bonbons, qui leur permettaient de vivre tous les jours. Et qu'elles ne pouvaient pas abandonner ça pour 3 heures et venir suivre une formation. La troisième chose, ce sont des barrières qui sont liées au genre. Elles étaient mariées et le soir, les formations, les maris n'acceptaient pas. Nous avons changé de stratégie, nous avons formé des formateurs que nous avons déployés in situ, qui sont allés chez elles pour les former sur place. En 2015, nous avons eu la crise d'Ebola. La coopération avec la Norvège s'est arrêtée et donc nous n'avions plus de subventions. Nous étions une ONG sans subvention. Il a fallu se réinventer. Donc, très important. Nous nous sommes réinventés, nous avons fait notre introspection et nous avons redesign en fait notre structure. Et nous y avons ajouté maintenant tout ce qui est service à l'incubation, à l'accélération, à des formations payantes pour des cibles qui ne sont pas des cibles défavorisées. Tout à fait. Et nous avons formé des formateurs locaux qui assuraient la formation au niveau national. Ça nous a permis de redevenir le Jatropha Hub, donc de sortir du brand Be the Change Academy pour aller vers le Jatropha Hub parce que ça avait changé de nature et les produits et les services avaient aussi également changé. Depuis ça, nous sommes Jatropha Hub et nous sommes ce que... Et on parle de quelle année là? Nous parlons de 2015. Depuis 2015, vous êtes le hub. Nous sommes le hub, nous offrons donc, aujourd'hui nous sommes installés sur 2000 m², nous sommes en banlieue. Nous offrons des services d'incubation, d'accélération, ça c'est le classique. Nous avons un Fab Lab d'environ 27 machines. Qui consiste à quoi, le Fab Lab? Le Fab Lab est un laboratoire de fabrication. C'est en fait un espace où tous les inventeurs, tous les entrepreneurs qui sont dans la proposition de valeur liée au hardware, donc tout ce qui est physique à construire, trouvent un endroit pour en fait fabriquer des spécimens, des prototypes. Je vous donne un exemple. Si je veux construire une voiture qui marche à l'hydrogène ou à l'électricité, j'ai besoin d'un Fab Lab en fait pour pouvoir construire le prototype, le 0001. Donc ils ont un espace dédié. Ils ont un espace qui est équipé de 27. Je crois que nous sommes le Fab Lab, nous sommes même un makerspace le plus complet de ceux que j'ai visités en Afrique de l'Ouest. Ah oui. Nous avons, alors nos équipements, ça varie de la plus petite imprimante 3D à la plus grande imprimante 3D qui fait plus d'1,50 m. Nous avons des découpes plasma, des découpes laser. Nous avons des bancs électroniques qui peuvent prendre en compte environ 300 projets électroniques. Donc la robotique, le IoT, tout ce que vous voulez. Mais M. Barry, c'est beaucoup de choses. Mais à entendre le début et même la vision qu'il y avait en trouvant même le nom, on comprend pourquoi Jatropha fait pas mal de choses. Et à vous entendre également, c'est une vision qui donne envie.
soit de se lancer, soit de faire comme vous, soit de vous approcher ou de collaborer. Est-ce que tout a été toujours rose, toujours facile du début à maintenant, aujourd'hui? Non, non, pas du tout. Je vous donne un exemple, je vous donne une anecdote. Le premier jour, on a déclaré officiellement l'épidémie à virus Ebola. Okay. Le soir, nous avions 7 volontaires et nous étions à quoi? À un demi-million d'euros de subventions. Ah oui. Le soir, le même soir, 7 de nos volontaires sont partis. Ils ont quitté le territoire. Oui, on a dû acheter des biens en urgence, les mettre dans les premiers vols pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Une semaine après, on n'avait plus d'administration presque. Pareil, parce que les gens ont dû partir, quitter le pays. Exactement. Ensuite, je crois que 3 mois après, on a arrêté les subventions et donc les gens se sont retrouvés sans salaire. Sans salaire, sans revenu. Exactement. Et donc, pour vous qui étiez un peu à la tête de tout cela, comment vous l'avez vécu? C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de responsabilité, c'est énormément de pression et de stress. Le stress et la pression, on y est habitué quand on a eu une expérience professionnelle. La responsabilité face à autant de choses, il faut beaucoup d'expérience et il faut aussi parler aux gens. Il a fallu se réinventer et écouter aussi les collaborateurs et les collègues. Beaucoup de bonnes idées sont sorties des gens avec lesquels nous avons travaillé à l'époque, qui nous ont dit il faudra peut-être aujourd'hui penser, on ne peut pas promouvoir l'entrepreneuriat si nous-mêmes on n'est pas rentable, si nous-mêmes on ne fabrique pas de l'argent, si nous-mêmes on n'a pas une démarche entrepreneuriale. Donc il faut qu'on puisse se réinventer et qu'on puisse assurer un revenu. Et c'est en ce moment qu'on a justement fait toutes ces propositions. On a redoublé d'ardeur, on a trouvé des gens qui nous ont aidés. On s'est mis à la tâche pour pouvoir justement avoir des stratégies de levée de fonds et surtout des stratégies d'investissement en nous qui nous permettraient, au-delà des partenariats que nous avons avec les PTF, avec le gouvernement, avec n'importe qui, d'être un incubateur qui tient sur pied. Qui tient sur pied. Et pendant des années. Et qui est rentable. Parce que nous sommes maintenant, malheureusement, à la crise sanitaire Covid-19. Alors, la crise sanitaire Covid-19, nous avions appris de la crise de Ebola et nous nous sommes tout de suite mis à la tâche pour pivoter et proposer des produits et services que vous avez vus. Tout à fait. C'est environ 150 000 masques qu'on a proposés. On a proposé, nos entrepreneurs locaux qui étaient hébergés à l'incubateur ont proposé environ 17 idées et projets fini avec des prototypes de lutte contre le virus. Dès les débuts, les premiers mois de Covid. Dès les débuts. Le Fab Lab venait d'être équipé par le PNUD et tout de suite, nous avons mis à disposition des visières. Tout de suite, nous avons mis à disposition. Nous avons réussi, des garçons qui étaient chez nous en collaboration avec le département électronique de l'Université de Gamal, a même réussi à mettre en place un respirateur. Malheureusement, nous n'avions pas à l'époque tous les outils que nous avons aujourd'hui pour pouvoir construire un prototype qui devait être validé rapidement par l'ANSS et proposer cela aux gens pour pouvoir le faire. Il y a aussi en tant qu'incubateur, en tant qu'accélérateur et en tant que centre d'innovation sociale, notre rôle, c'est de... Vous êtes un incubateur, un accélérateur. Et surtout, nous sommes un centre d'innovation sociale. Un centre d'innovation sociale. Nous regardons ce qui se fait le mieux dans le monde, partout. Nous le ramenons en Guinée et en Afrique. Nous l'adoptons, nous l'adaptons et nous le diffusons. Ça n'a pas l'air fou, tout ça, un petit peu? C'est beaucoup de concepts qui s'entrechoquent. Des fois, nous-mêmes, on est un peu... mais comme je vous ai dit, notre ADN... c'est essentiellement l'organisation et la vision. Stratégie, organiser, vision. Les ouvriers, ceux qui travaillent et qui proposent des choses, ce sont les start-upers. En général, des start-upers viennent nous voir, ils ont un projet d'énergie nucléaire. Alors, des idées... Des idées folles, ça marche, ça ne manque pas. Ouais. Et à chaque fois qu'ils viennent nous voir, nous avons cette session clinique que nous avons avec chacun des entrepreneurs pour les remettre sur terre et leur proposer un catalogue de produits et de services qu'ils peuvent adopter. En général, ça marche très bien. Ah oui. Ils adoptent et en ce moment, on entre dans la phase de construction de l'idée d'entreprise avec à la fois la définition de la proposition de valeur et la définition de la capture de valeur. C'est pour cela que beaucoup de jeunes viennent chez nous et c'est à cause de la rigueur du process que beaucoup de jeunes, d'autres jeunes ne viennent pas non plus chez nous. Ce qui est bien. Ce qui est bien, en effet, c'est ce qui m'amène à vous demander, vous faites beaucoup d'accompagnement, vous l'avez dit, on le sait, on le voit.
Quelles sont les choses que vous remarquez? Parce qu'il faut dire que nous sommes une génération entreprenante. C'est très à la mode. Aujourd'hui, quelqu'un avec un bac +3, +4, +5, au lieu d'aller chercher de l'expérience sur le marché du travail, va tout de suite créer son entreprise, même pas attendre de finir les études, aller créer sa start-up. Mais quels sont les défis à votre niveau que vous voyez, ou je dirais les freins? Parce qu'il y a un côté positif, mais il y a également un côté négatif à tout cela. Et quand vous prenez un peu de recul, et avec votre expérience, avec le fait que vous pratiquez un peu tout ça, qu'est-ce que vous voyez les choses positives comme qu'on peut frein? ajouter à ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est que nous sommes une société assez résiliente et entreprenante. Culturellement, nous venons de groupes socio-ethniques qui ont appris à ne pas compter sur l'État. Tout à fait. Bah, Tout le monde. Résilient, oui. En Guinée. C'est vrai. En Afrique, même de façon générale. Voilà, hein. exactement. Les gens sortent de chez eux, ils vont au champ, ils produisent ce qu'ils doivent manger, ils n'attendent personne. C'est vrai. Ils produisent leur eau, ils produisent leur énergie, plus ou moins s'ils arrivent à le faire. En tout cas, l'énergie de cuisson. L'entrepreneuriat est devenu justement une mode. Et l'effet de mode fait qu'on ne voit que la partie superficielle, artificielle du mouvement. Il y a énormément de contraintes, il y a énormément de freins. Les freins sont institutionnels des fois, mais aussi personnels. Institutionnels, il n'y a pas beaucoup de structures d'accompagnement de cadres de mis en place l'entrepreneuriat. pour accompagner. Il faut dire que nous sommes une population de 12 millions de personnes. Déjà, si j'extrapole ça au niveau africain, nous serons environ 3 milliards en 2050. On ne peut pas créer de l'emploi pour ces gens-là. On ne peut pas créer de l'emploi pour toutes ces personnes. Donc l'entrepreneuriat est une solution d'auto-emploi, de création d'emplois. Nous sommes donc en Guinée, pour revenir ici, une société de 12 millions de personnes avec de moins en moins, avec des acteurs industriels assez âgés. Il n'y a pas de jeunes acteurs industriels, enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, très peu. D'ailleurs, le tissu industriel guinéen est assez balbutiant. Si on vous demande aujourd'hui de citer 150 unités industrielles guinéennes, vous avez du mal à le faire. On a du mal, oui. L'idée, c'est justement d'amener des Guinéens qui en ont les compétences et les aptitudes, mais aussi la volonté et les moyens d'aller vers une entreprise industrielle. Pourquoi? Parce que le plus on transforme chez nous, moins on dépend de l'extérieur. Les chocs économiques extérieurs seront atténués par la production locale, surtout si elle trouve un marché local et sous-régional. Depuis que nous avons commencé à parler d'entrepreneuriat dans ce pays, figurez-vous bien que jusqu'à présent, il n'y a pas un guichet spécial de financement de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, notre système financier est fait de telle sorte qu'il ne peut pas financer les entreprises. Tout à fait. Les outils financiers mis en place sont extrêmement, ils sont à la fois onéreux. Ça peut être lourd en termes de procédure. Et les acteurs financiers sont très peu par rapport à la demande, où ils disposent de très peu d'encours, de moyens pour couvrir toute la demande. Il y a de l'autre côté des individus qui veulent entreprendre et qui veulent changer la Guinée, qui veulent justement entreprendre et faire des trucs industriels, qui manquent de formation, de connaissances donc d'outils, ils n'ont pas de l'équipement, ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour commencer leur... Ils ne sont pas dans un environnement où ils sont sécurisés et protégés. Alors depuis les années 80-84, où on a libéralisé notre économie, l'entrepreneur en Guinée est considéré comme quelqu'un sur lequel on peut toujours tirer. Quelqu'un qui doit payer pour les activités sociales, quelqu'un qui doit plus payer pour les impôts, quelqu'un qui gagne plus d'argent, donc vers lequel on se tourne. Donc la pression sur l'entrepreneur, oui, la pression sur l'entrepreneur est si grande que même la société est un poids pour lui, en plus du fait que la justice en Guinée est encore en pleine réforme, donc elle ne répond pas tout de suite aux desiderata des acteurs économiques qui ont envie d'un environnement apaisé et juste. Le système financier, j'en ai parlé, le système judiciaire, j'en ai parlé. Il y a eu énormément de progrès dans le domaine de l'enregistrement des entreprises. Aujourd'hui, en 24 heures ou en moins de 48 heures, vous avez votre entreprise qui est enregistrée. Il y a des réformes qui sont en train d'être faites au niveau de l'administration fiscale pour rendre les choses un peu plus transparentes, mais pour créer une génération de capitaines d'entreprise, pour créer une génération d'entrepreneurs compétitifs, capables de changer de paradigme,
capable de porter la Guinée de demain, dans les 10 prochaines années, dans tous les domaines industriels, il faut plus que ça, il faut aller en profondeur. Il faut une réforme fiscale pour pouvoir adresser les entrepreneurs naissants. Il faut des mécanismes de financement qui fait ce qu'on appelle le blended finance, qui allie à la fois de la subvention de démarrage, aux prêts concessionnels, aux prêts, et puis la participation des individus du secteur privé financier dans le financement des entreprises. Certains de nos pays voisins d'ailleurs, qui sont en train de mettre en place. La Côte d'Ivoire le fait très très bien, le Sénégal le fait encore bien. Beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest avec une longue tradition de secteur privé ont mis en place ce genre de mécanisme, mais même chez eux, il y a des limites. Je parle ici, ce que je vous dis ici est valable pour plusieurs pays africains. Bien sûr. Il faut qu'on soit disruptif au niveau de l'administration publique pour pouvoir construire une génération d'entrepreneurs. Il faut qu'on aille au-delà de ce qu'on reçoit comme bonne idée de certains partenaires techniques et financiers ou de certaines écoles universitaires pour pouvoir aller vers l'avant. Aujourd'hui, je vous donne un exemple dans le secteur agricole guinéen. Nous venons de réaliser avec beaucoup de plaisir, avec une belle surprise que nous avons maintenant 12 millions d'hectares de terres arables en Guinée. Pour qu'on puisse les exploiter, il faut qu'on puisse construire des champions guinéens dans l'agro-industrie. Tout à fait. Pour construire des champions guinéens dans l'agro-industrie, il faut qu'on fasse comme ce qui a marché au Nigeria et dans plusieurs pays. Il faut qu'on leur mette à la disposition à la fois les capitaux, la terre, mais aussi la protection et le marché. Protection du marché, ce n'est rien d'autre que quand on produit de façon suffisante un produit, que l'on arrête ou qu'on mette des barrières à l'importation du même produit. Comme dans l'élevage. Exactement, comme ça se fait dans les autres pays. Troisièmement, il faut qu'on investisse aussi sur la compétitivité de nos entreprises. Ça veut dire le transfert de technologie, la maîtrise de la technologie, l'innovation à l'intérieur de l'entreprise, la formation. Aujourd'hui, quand vous avez besoin d'un comptable qualifié, je peux vous assurer que vous avez des problèmes. On a du mal. Vous avez du mal à le trouver. Donc il faut que nos universités également et nos centres de formation professionnelle puissent s'adapter et faire de la mutation et s'orienter vers le secteur privé pour offrir des formations qui peuvent être absorbées par le secteur privé. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois dans le secteur privé. Je crois qu'il y a une dizaine d'années, je voyais une statistique qui disait qu'environ 200 000 personnes entraient dans le monde. Il y a 200 000 emplois, des postes à pourvoir qui ne sont pas occupés dans le marché du travail guinéen. Pourquoi? Parce que ceux qui donnent le travail, ceux qui ont la vacance, donc ceux qui ouvrent la vacance, et ceux qui veulent occuper la vacance ne se parlent pas. Donc il y a une asymétrie de l'information liée au marché du travail. Ça peut se régler avec l'administration publique. Et aussi, là aussi, ça demande une démarche volontariste et disruptive. Sortir des cartons, sortir des sentiers bâtis et construire des modèles guinéens, guinéo-guinéens, que l'on comprend et que l'on adapte rapidement. Et puis la dernière chose, c'est qu'au niveau national, le président de la République, à plusieurs reprises, il parle beaucoup de start-up, il en parle maintenant, on sent que c'est dans sa rhétorique maintenant, on sent qu'il est conseillé par des gens qui ont envie qu'il adresse la question. Je pense que la problématique devrait être adressée à ce niveau et au niveau de la primature du gouvernement de façon beaucoup plus visible et audible. Visible, beaucoup de communication, mettre en avant les rôles modèles, préparer les jeunes qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat à des parcours qui sont bien faits pour eux, les reconnaître. C'est pour cela que dans les autres pays, on a ce qu'on appelle le Start-up Act, qui a une batterie de lois qui protège l'entrepreneur. En France, c'était la loi sur l'auto-entrepreneur. Pourquoi ne pas l'adapter aux réalités guinéennes? Ce sont assez de choses qu'il faut mettre en place. Maintenant, au niveau personnel, l'entrepreneur lui-même, la démarche d'entreprendre n'est pas une démarche d'effet de mode. On ne doit pas construire une entreprise ou vouloir faire de l'entrepreneuriat parce qu'on a vu sur Facebook X, Y ou Z faire de belles choses. Derrière, moi ce que je dis, derrière beaucoup de belles publications, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de sueur, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de sacrifices. Des fois, qu'on ne voit pas, qu'on ne publie pas. Et que les jeunes découvrent, on ne prépare pas ces jeunes qui arrivent dans ce monde-là à cette jungle, parce que c'est une jungle, c'est un environnement extrêmement compétitif, c'est un environnement VUCA, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est un environnement aussi qui rapidement évolue. Ce qui était valable en termes de technologie il y a une semaine peut ne pas l'être la semaine prochaine. Tout à fait. Donc le modèle économique, si vous le bâtissez sur une technologie qui est exponentielle, donc qui change rapidement, votre modèle s'effondre dans 3 semaines si vous ne vous mettez pas à jour. La mise à jour, donc faire ses devoirs de maison tout le temps.
l'entrepreneur ne doit pas non plus s'attendre à ce que tout le monde fasse tout pour lui. Tout à fait. L'État ne lui doit pas beaucoup de choses. S'il a choisi la démarche de l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'il doit se prendre en charge. C'est une démarche volontariste, parce que les bénéfices, il ne les partagera pas avec beaucoup de gens. C'est lui-même qui va être le champion de cela. Donc, ce n'est pas un effet de mode. On entreprend dans un secteur qu'on aime. C'est ce qui est recommandé. On entreprend dans une passion qu'on a envie de faire. C'est ce qui est recommandé. On entreprend quand on est prêt mentalement et qu'on a fait son introspection. Avant que moi, je ne me lance dans l'entrepreneuriat, j'en ai beaucoup discuté avec mon épouse à l'époque, qui a été d'un secours inestimable. Et sans elle, je n'aurais pas pu tenir aussi longtemps. Parce que c'est aussi une passion pour vous, l'entrepreneuriat. Vous êtes consultant, entre autres, sur les questions entrepreneuriales. Je suis consultant pour beaucoup la plus grande pour laquelle je travaille fait que je couvre aujourd'hui 27 pays. Pour parler des questions d'innovation, d'accès au financement, d'entrepreneuriat et tout ce qui s'ensuit. C'est systématiquement... Donc, je travaille en Afrique, en Asie, dans la MENA. C'est la même chose que vous... L'entrepreneur de Panziazou et l'entrepreneur de Jeddah ou l'entrepreneur de Casablanca ont la même fibre. Ah oui. C'est des gens qui n'aiment pas la structure. Ils veulent sortir de la structure, avoir leur propre démarche, faire leurs propres produits et générer un revenu et être indépendant. Ah bon? C'est les mêmes, ce sont les mêmes gens. La différence entre l'entrepreneur de Panziazou et l'entrepreneur de Casablanca, c'est les États et l'environnement ainsi que la société. Donc il faut que nous aussi, on soit, et c'est pour ça qu'il y a même toute cette batterie de notation dans le monde sur les questions de dont la Banque mondiale parle, la facilité de faire du business, business, etc. Ce sont des batteries qui mesurent les efforts des gouvernements. Et donc, on devrait se baser sur cela pour pouvoir justement construire à la fois une société, parce que là aussi, il y a de la sensibilisation à faire, construire une société qui est favorable à l'entrepreneuriat. Donc, et qui protège l'entrepreneur et qui sait qu'un entrepreneur qui réussit, c'est 2 ou 3 emplois qui sont créés. C'est une assiette fiscale qui est élargie pour l'État. Donc, on rend nos États et nos gouvernements beaucoup plus forts et moins dépendants des partenaires techniques et financiers en construisant une batterie de choses. Et puis, on a une économie plus résiliente parce que nous sommes des locaux. Pendant les 2 crises, Ebola et Covid, beaucoup de gens sont partis, les Guinéens sont restés, les entrepreneurs guinéens sont restés, et les Guinéens ont consommé. Donc c'est ça qu'il faut protéger parce que c'est ça qui nous reste. Monsieur Barry, vous êtes bien entendu accessible, mais je l'ai dit, un homme extrêmement occupé par plusieurs choses. Quels seraient 2 ou 3 conseils que vous donneriez à l'entrepreneur, au jeune entrepreneur guinéen? Première chose, maîtriser son sujet. Faire ses devoirs de maison. Je ne peux pas venir parler je sais pas moi, d'objets connectés, de blockchain. Même d'élevage, agriculture. D'élevage. Si je n'ai pas fait un minimum. Aujourd'hui, la chance que les entrepreneurs ont, c'est d'avoir accès à l'information. Ils sont même submergés d'informations avec Internet. C'est donc de faire leur devoir de maison et d'apprendre. Première chose. Deuxième chose, c'est d'accepter de se faire aider. En général, les entrepreneurs ont un mindset d'indépendance. Mais le mindset d'indépendance, il est complètement différent de l'ego surdimensionné et de ne pas venir vers quelqu'un. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller dans un incubateur. 80% des entrepreneurs qui ont réussi n'ont pas eu besoin d'aller dans un incubateur. Par contre, 80% d'entre eux ont eu la chance d'avoir une oreille attentive et un conseiller. Trouvez votre conseiller, trouvez votre mentor. Être accompagné, le mentorat. Exactement. Trouvez quelqu'un qui a échoué. Dans le monde francophone, nous n'avons pas un bon traitement vis-à-vis des gens qui ont échoué. L'échec, chez les anglophones, c'est un plus. Donc, trouvez quelqu'un qui a échoué et faites ce qu'on appelle un leapfrog. Donc, un effet de ne pas reproduire la même erreur que l'autre, mais de l'éviter. De l'éviter, de sauter. Donc, ça vous permet, vous, d'être mieux outillé pour entrer dans un monde de bagarre. Voilà. Donc, troisièmement, c'est le mental. Donc, préparez-vous mentalement à la bagarre. La bagarre dans l'éthique. Pourquoi l'éthique? L'éthique est extrêmement importante quand on veut construire une société d'entrepreneurs. Sinon, on va vous... vous savez, les premiers entrepreneurs guinéens qui ont... Enfin, pas les entrepreneurs, on les appelle businessmen. Dans le langage vernaculaire guinéen, businessman est une connotation extrêmement négative. Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Pourquoi? Parce que les premiers qui l'ont fait se sont fait connaître par des bourdes.
qu'ils ont commises, par des On dit c'est un détournements. businessman. Quand on dit c'est un businessman, c'est très, très négatif. Donc, on peut changer ce narratif et expliquer aux gens que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelqu'un qui fait forcément du diamant, de l'or, du pétrole, etc., qui a des milliards de francs guinéens qui sont dans son compte en banque, mais c'est plutôt quelqu'un qui a accepté d'être dans une démarche d'autonomie, d'indépendance, de proposer quelque chose qui manque à la société et en retour de faire du profit et de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. C'est tout. Et il n'y a pas plus noble que ça. Donc mentalement, c'est se préparer à assumer les difficultés et en ne trichant pas. C'est pour ça qu'on parle d'éthique, c'est pour mettre en place les règles. Mais n'est pas entrepreneur qui le veut. Je pense qu'il y a cela aussi. On ne peut pas tous être des entrepreneurs. Pas du tout. Alors, même si on n'est pas un entrepreneur, il faut qu'on soit entreprenant. Tout à fait. Alors, si vous travaillez pour une grosse boîte et que vous n'avez pas le sens de l'initiative, vous n'avez pas le sens de la résilience, vous n'avez pas l'éthique, vous ne savez pas travailler et vous ne respectez pas votre institution, des valeurs qui peuvent être transférées à un entrepreneur, vous ne ferez pas carrière. Tout à fait. Il faut être entrepreneur. Et aujourd'hui, de plus en plus, la mode voudrait que les gens du secteur public, les interlocuteurs directs du secteur privé, soient des gens qui ont une expérience dans le privé. Quelqu'un que je rencontre dans l'administration publique, s'il n'a pas une expérience du privé, a du mal à comprendre ma démarche. Il a du mal d'ailleurs à comprendre ce que je veux faire. Tout à fait. Et c'est en cela que les administrations sont aussi différentes en termes de performance pour aider le secteur privé. C'est vrai, c'est vrai. Et votre mot de la fin, M. Barry, c'est un plaisir de vous écouter. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici et j'en profite pour vous remercier pour aussi ce que vous faites comme impact. Depuis que vous avez créé le Salon de l'entrepreneur. C'est devenu un événement de référence. Continuez à y mettre un peu, toute l'énergie, la rigueur et la qualité que je vois dans cet événement. Et continuez à aussi faire rêver les jeunes tout en leur disant la vérité, tout en leur permettant d'avoir accès aux informations réelles. Et à ces jeunes, à ces milliers de jeunes qui sont des candidats, des aspirants entrepreneurs, je puis leur dire que si on met tous les incubateurs guinéens ensemble, ils ne peuvent pas prendre en charge 1% de la demande nationale. Donc ils comprennent qu'il faut un incubateur à chaque coin de rue, mais si vous n'avez pas un incubateur à chaque coin de rue, trouvez un expérimenté, un mentor qui puisse vous aider dans la réalisation. Ne vous découragez pas. Que les difficultés que vous rencontrez dans l'entrepreneuriat ne vous arrêtent pas. Parce que tout ce qui a été obtenu dans la facilité n'est pas durable. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. C'est moi. Il est difficile de rajouter quoi que ce soit après avoir écouté M. Barry. Il est expert sur les questions entrepreneuriales, entre autres parce qu'il porte plusieurs casquettes. Il est également à la tête de Jatrofa Hub. Nous l'avons reçu pour vous aujourd'hui dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans un prochain numéro.